Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité avec un peu de hauteur. Évidemment, l'actualité dominée par cette COP 21. On en parle. Elle est entrée dans sa phase de négociation. Alors, on ne sait pas grand-chose. On va évidemment essayer d'en savoir un petit peu plus ce soir. Négociation, même Laurent Fabius nous explique qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. On fera le point, évidemment. On connaissait bien avant l'ouverture de cette COP 21 l'équation, la difficulté. Il y a la question du prix du carbone. On en parlera. Et puis, il y a une question évidemment épineuse, cette relation entre le Nord et le Sud. Comment permettre aux pays en développement, aux pays pauvres, de pouvoir assurer cette fameuse transition énergétique. On fera le point parce qu'on nous parle de ce chiffre, c'est 100 milliards de dollars à trouver par an à partir de 2020. C'est une somme importante. La somme, évidemment, n'est pas encore réunie. On y reviendra, bien entendu. Et puis, on s'intéressera à ces chiffres parce que c'est vrai que depuis 1850, États-Unis, Europe, Chine sont responsables de 65% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un vrai sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que ces pays sont autour de la table. Ça peut peut-être faire avancer le sujet. Est-ce qu'il faut un principe et un accord contraignant? Ça, c'est un autre sujet qui est très, très important. On fera le point, bien entendu. En tout cas, ces pays pauvres, ces pays en développement réclament en quelque sorte un dédommagement. Ils demandent de l'argent. Et on va en parler, évidemment. Un président africain, le président du Niger, a dit « Mais moi, je ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Je lutte contre la pauvreté, contre la famine. » Voilà ce qu'a dit Mohamed Issoufou. On va en parler dans quelques instants. Annick Girardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Bien avant cette COP21, vous étiez sur le terrain. Vous avez rencontré un certain nombre de pays en développement, de pays pauvres, de pays africains. On vous écoutera et évidemment, vous êtes aux côtés de Laurent Fabius. Dans ce travail de négociation, on nous dit que ça se passe dans les couloirs. Je ne sais pas si vous allez me le confirmer. En tout cas, on négocie beaucoup dans les couloirs au Bourget. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes une élue de Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci beaucoup. Eva Sass est avec nous. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de l'Essonne. Vous avez d'ailleurs posé une question lors des questions au gouvernement. C'était hier, justement, sur cette taxe, sur le financement, justement, qui passe par le fonds vert. C'est un sujet politique ici, en France et dans le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Corinne Lepage est avec nous, ancienne ministre de l'Environnement. Vous êtes la présidente du Rassemblement citoyen, ancienne députée européenne, et vous avez rédigé cette déclaration des droits de l'humanité qui est basée sur 4 principes. Vous l'avez présentée à l'UNESCO. Et c'est en lien avec le sujet qu'on évoque dans cette relation entre le Nord et le Sud. Et puis avec nous, c'est important parce qu'on a un ministre en activité, Réli Alla Quadio. Bonjour, bonsoir. Vous êtes ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire. Délégation de 9 personnes pour la Côte d'Ivoire qui négocie au moment où l'on se parle au Bourget. Ministre du Développement durable, de la salubrité urbaine et de l'environnement. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sujets, notamment la question sensible de la déforestation. Et on va en parler avec vous. Vous dites, je parle au nom de la Côte d'Ivoire, mais je parle aussi au nom de l'Afrique, parce qu'il y a des sujets qui sont évidemment liés entre certains pays africains. D'abord, un petit point, en tout cas sur les informations dont on dispose sur ces négociations. C'est vrai qu'il y a eu l'événement, les chefs d'État, la photo de famille, et puis ensuite les portes sont fermées. La négociation a commencé, ça s'est passé évidemment dans les couloirs, dans des salles fermées, peu d'informations. Tout ça avance lentement. Regardez ce sujet d'Alix Pichon. À la COP 21, les négociations se poursuivent, mais le pas est encore un peu lent. Le principal point de blocage, c'est le financement des objectifs de l'accord de Paris. Depuis 2009, les pays développés se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. La somme ira aux pays en voie de développement pour leur permettre de relever le défi du dérèglement climatique et assurer une transition énergétique propre. Pour l'heure, la somme n'est pas encore collectée. On est autour de 20 et quelques milliards d'ici 2020. Donc c'est déjà un début qui n'est pas mal et je pense que c'est encourageant. Laurent Fabius, le président de la COP 21, a fixé un délai. Les négociateurs ont dû rendre un projet d'accord ce matin. Mais il faudra probablement attendre la fin de la conférence pour connaître les détails. Autre sujet au cœur des négociations, la justice climatique. La communauté internationale doit faire preuve de solidarité et soutenir financièrement les pays les plus vulnérables. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Car après avoir misé pendant des décennies sur des énergies polluantes pour assurer leur développement, les pays riches demandent aujourd'hui au continent africain de se désengager des énergies fossiles au profit du solaire ou de l'hydraulique.
Un virage périlleux qui passera nécessairement par la réduction des subventions offertes pour les énergies fossiles, qui représentent plus de 6% du PIB mondial. Autre moyen pour encourager les pays à se détourner des énergies les plus polluantes, la création d'une taxe carbone ambitieuse. Même si ce volet n'est pas directement soumis au mandat de l'ONU, la Banque mondiale, le FMI et 6 chefs d'État, dont François Hollande, ont signé un appel. L'objectif, favoriser la coopération entre pays pour arriver à terme à fixer le prix du carbone à l'échelle mondiale. L'uniformisation des tarifs pourrait permettre d'évaluer dans les années à venir l'éventuelle baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc d'estimer si l'accord qui doit être signé le 11 décembre prochain sera un succès ou un échec. Annick Girardin, c'est un peu la question qui ronronne depuis bien plus de 15 jours. Alors, vous y croyez, vous, à cet accord à la fois contraignant et cet accord des 2 degrés, d'ailleurs, qui a changé en cours de route, puisqu'il est passé à un accord de 1,5 degré, a dit François Hollande, il a baissé d'un cran un peu plus. Est-ce que vous êtes confiante ce soir, nous qui avons si peu d'informations ici à Paris ? Alors on y travaille. Je crois que la première chose que l'on peut dire, c'est que tout le monde est à l'œuvre au Bourget pour arriver effectivement à remettre au président de la COP, Laurent Fabius, samedi midi, un texte qui soit le plus avancé possible pour qu'ensuite la partie négociation qui sera faite avec les différents ministres puisse aller assez vite. Donc samedi midi, Laurent Fabius recevra des mains des co-présidents de ce qu'on appelle l'ADP, qui rassemble l'ensemble des négociateurs des pays, un texte. Aujourd'hui, un texte de quoi, 50 pages ? Alors aujourd'hui, on est autour de 50 pages, c'est encore beaucoup trop. En même temps, il faudra ensuite accélérer les travaux. Ce qu'a déjà demandé Laurent Fabius, c'est de dire au coprésident accélérant. Il faut que samedi midi, je puisse récupérer un texte qui soit négociable avec l'ensemble des ministres qui seront présents dans la 2e semaine. Corinne Lepage, il y a beaucoup de critiques. C'est vrai que cette question de la conférence mondiale sur l'environnement, elle est souvent critiquée. On nous dit que c'est un barnum médiatique, qu'on pourrait inventer un autre modèle. Vous y croyez encore aux conférences mondiales sur l'environnement ou pas ? C'est la 7e à laquelle j'assiste. La première, j'étais ministre, c'était il y a 20 ans. J'en ai fait 5 comme députée européenne. J'ai toujours été assez frustrée parce que je trouvais que ça coûtait très cher et que finalement le résultat était assez modeste. Ceci étant, on n'a pas encore trouvé mieux que de réunir tous les États du monde pour essayer de trouver des solutions. Il n'empêche que je pense qu'il faudra à l'avenir travailler davantage par coalition. Coalition de pays, coalition économique, coalition des acteurs sociétaux, des ONG, et essayer d'avancer comme ça par des groupes intermédiaires. Je pense que ça fera gagner du temps parce que notre ennemi principal, c'est quand même le temps. Vous y croyez, Eva? Ça, c'est vrai que la vertu de ce type de conférence, c'est aussi de poser sur la table un certain nombre de sujets concrets. Et on va les évoquer dans quelques instants, notamment dans notre relation avec certains pays pauvres, certains pays en développement. Est-ce que c'est ça la vertu, finalement, de permettre au grand public de découvrir des sujets extrêmement concrets, extrêmement précis? Et donc, c'est aussi une prise de conscience française et mondiale, après tout. Oui, il y a ça. Et puis, il faut bien comprendre que c'est évidemment l'aboutissement d'un cycle de négociation qui dure depuis déjà extrêmement longtemps. Donc là, on voit la partie émerger, mais en fait, il y a... Bonne, juste avant. Voilà, il y a depuis des mois des négociations qui sont effectivement menées par Annick et par d'autres, qui sont en train de faire avancer la question. Il y a effectivement la question de la sensibilisation de l'opinion publique. Et puis, il y a de fait déjà des initiatives qui émergent, on va dire, en marge de cette COP. Je pense par exemple à l'Alliance des 120 pays pour l'énergie solaire, c'est extrêmement important, ou le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles, qui a maintenant plus de 500 administrations qui sont engagées dans le fait de ne plus investir dans le charbon, le gaz ou le pétrole. Donc, ça peut marcher, excusez-moi. Ça a déjà un effet quelque part. Ça peut avoir une incidence sur les compagnies qui exploitent le charbon, le pétrole? Une des clés de la lutte contre le réchauffement climatique, ça sera la réorientation des financements privés. Et notamment le fait que quand on investit dans l'énergie fossile, finalement, on va être décoté sur les marchés boursiers parce qu'il y aura moins d'investisseurs qui vont orienter leur financement vers ces compagnies. Donc j'entends le rapport Canfin-Grandjean qui parle évidemment de réorienter le financement vers des énergies propres. Monsieur le ministre, il y a 2 ministres sur ce plateau. Vous êtes peut-être rencontrés d'ailleurs bien avant lors des négociations parce que vous êtes allés sur le terrain, vous êtes rencontrés les présidents des pays africains. Quelles sont vos revendications, vous, monsieur le ministre, qui avez une délégation qui, pied à pied, allait négocier? Qu'est-ce que vous dites aux pays riches? En fait, nous n'avons pas de revendications, nous avons seulement des idées. Et nous avons à exprimer notre point de vue. Alors, en ce qui nous concerne au niveau des pays africains, la première des choses que nous demandons aux pays qui sont responsables de cette production de gaz à effet de serre,
c'est d'accepter de les réduire, de réduire cette production au point que l'objectif de 2 degrés, voire de 1,5 degré, ne soit pas un leurre. Parce que dans tous les cas, la science sait qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là. Et les pays africains sont les plus vulnérables. Les 1,5 degrés dont on entend parler viennent des pays africains. Parce que lorsqu'on fait les simulations à 2 degrés, il y a toujours des ennuis. Vous êtes suffisamment développé pour faire face à ces problèmes. C'est encore Mais plus nous, difficile pour les pays On n'est africains. pas assez résilient par rapport à ça. Ce serait totalement dramatique. Donc, on est obligé de venir à 1,5 degré. Ou alors, c'est pratiquement la vie qui devient impossible dans nos pays. Juste un mot, monsieur le ministre. Rentrons dans des sujets extrêmement concrets. On a un ministre en activité d'un pays africain, un pays développé, un pays qui a une belle économie. J'ai vu qu'entre 1960 et aujourd'hui, on était passé de 16 millions d'hectares de forêt à 3 millions d'hectares. Où sont passés les arbres? Mais c'est tout simplement pour la bonne cause. 16 millions, 3 millions. Il y a un gap de 13 millions. Dans ce gap de 13 millions, il y a 10 millions pour l'agriculture. Et la Côte d'Ivoire est un pays dont le succès repose sur l'agriculture. Et l'agriculture, aujourd'hui, c'est une bonne partie de notre PIB, c'est une bonne partie des revenus, c'est une bonne partie de l'emploi. Le cacao, notamment? Le cacao, notamment. Et de l'agriculture vivrière aussi, monsieur le ministre, parce qu'il faut que les gens puissent vivre. J'en arrive justement. Il n'y a pas que le cacao. Quand je parle d'agriculture, la Côte d'Ivoire ne connaît pas la faim. On a eu 10 années de crise. Il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de famine. Donc, l'agriculture, c'est le pilier de notre économie. Donc, je pense que si on a dépensé 10 millions d'hectares, on a pas mal fait. Maintenant, le problème, c'est que... Il y a un danger de détruire la forêt. Monsieur, Oui. ça arrive, c'est que l'agriculture, la Côte d'Ivoire, son succès repose sur l'agriculture. L'agriculture repose sur la forêt. Et à ce rythme-là, on n'aura plus de forêt. Donc, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Donc, ça, on l'a bien compris. Et vous lancez d'ailleurs un plan Et donc, de à partir replantation. de là, il faut casser le couple agriculture et déforestation. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a mis en place, sous l'impulsion du président lui-même, qui est allé jusqu'à l'ONU, pour parler d'agriculture zéro déforestation. Le projet pilote, c'est Cacao, ami de la forêt. Aujourd'hui, je pense que grâce à la science, on peut renverser la tendance. On peut renverser la tendance parce que les connaissances évoluent. Par le passé, nos paysans voyaient les arbres comme les ennemis de leur culture. Donc, systématiquement, on tuait tous les arbres avant de commencer à planter le cacao. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ces arbres-là peuvent, au contraire, Utile à la être culture. utiles à la culture. Juste un mot, Annick Donc, Girardin. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais là, il soulève un point fondamental. C'est ça. C'est vrai que c'est vrai à Bornéo pour l'huile de palme, c'est vrai en Côte d'Ivoire pour le cacao. Comment on change de modèle économique? Vous avez croisé tous ces chefs d'État, vous avez négocié avec eux des choses extrêmement précises. Comment on oriente le travail des compagnies, ceux qui exploitent le cacao, pour leur expliquer qu'aujourd'hui, on peut inventer la permaculture, on peut inventer un lien entre les arbres et la culture. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible dans le temps de cette COP21? Alors, c'est possible dans le temps de cette COP21, mais c'est possible aussi avant 2020. Parce qu'il faut bien expliquer que le texte qu'on négocie aujourd'hui, c'est un texte qui sera mis en application en 2020. Et la vraie question, c'est que 2020, c'est déjà trop tard pour un certain nombre de problématiques. D'où, effectivement, cette grande première, et Eva en a parlé tout de suite, cette grande première de cette COP21, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas que sur un texte. Bien sûr qu'il y a le texte. Il y a aussi à côté le financement. On en a parlé, 100 milliards. Fondamental. Dont on n'a pas d'ailleurs l'enveloppe, on n'a pas les 100 milliards. On n'a pas aujourd'hui la somme, on pourra en parler quand même. On a bien avancé puisque l'OCDE a sorti un chiffre il y a très peu de temps, très 62 peu milliards. contestable, de 62 milliards, ça. plus les annonces de Lima. Mais on va voir effectivement. On va voir le les débat. choses. Ça, c'est le deuxième pilier, on va dire. Le troisième pilier, ce sont les contributions des pays. Et effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à savoir comment chaque pays se projette dans les années à venir ou à partir de 2020 et dans l'avenir, et comment on peut calculer ce fameux degré de réchauffement que l'on va 1,5. subir ou pas. 1,5, c'est important, vous l'avez dit, bah oui. c'est important pour l'Afrique, c'est important pour les États insulaires. Certains États insulaires vont disparaître totalement, et notamment dans le Pacifique, si nous n'arrivons pas à aboutir un jour à 1,5. Donc, on a cette question aussi. Et puis, le quatrième pilier, et là on en revient à ce débat, c'est
les réponses concrètes, ce qu'on appelle l'agenda des solutions ou le plan d'action Lima-Paris. Et à l'intérieur, on a effectivement des initiatives portées par les pays, des initiatives portées par les entreprises, des initiatives portées par les collectivités, des initiatives portées par les ONG. Et là, on a des réponses aux questions de déforestation, aux questions de désertification, aux questions de mixte énergétique, aux questions de montée des eaux, ce qu'on appelle aussi l'adaptation ou la résilience, qui est au cœur aussi des débats. Et l'Afrique, notamment, a fait monter le sujet adaptation. Et le président de la République, François Hollande, l'a largement soutenu. Et il y a eu des annonces financières du triplement des financements français en faveur de l'adaptation d'ici 2020, parce que c'est le cœur du sujet, des réponses immédiates, concrètes maintenant, Corinne avec Lepage, les entreprises. Excusez-moi de proposer la même question, mais elle est fondamentale. C'est vrai que c'est notre modèle économique qui est à repenser. On voit qu'aujourd'hui, la question du cacao est importante. C'est une source économique importante. Il y a du coton, il y a la noix de cajou, il y a d'autres cultures et qui sont des cultures industrielles. Comment on permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de continuer à développer son économie en trouvant le juste milieu et en permettant de planter des arbres? Ça paraît difficilement conciliable. Non, mais je crois d'abord on n'a pas à permettre à la Côte d'Ivoire. Pardonnez-moi. Comment on invente le modèle? Bon, je pense que dans tout ce qui a été dit, il y a plusieurs sujets. Vous avez en Côte d'Ivoire des entreprises qui sont des multinationales. Elles ont déjà à se comporter convenablement et à ne pas avoir des pratiques qui certes les intéressent elles, mais n'intéressent ni le pays d'accueil ni la communauté internationale. Ça échappe au pays. Pardon ? Mais ça échappe au pays. Absolument. Donc là, il y a un problème de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, il y a un problème de transparence dans le fonctionnement, il y a un problème de règles du jeu international à mettre en place. Ensuite, effectivement, il y a des problèmes techniques. Monsieur le ministre, vous disiez il y a un instant qu'on peut, et vous-même faisiez référence à la permaculture, on peut effectivement parfaitement développer des arbres et une agriculture sous ces arbres, au contraire, c'est très intéressant, ça permet de capter de l'eau, ça permet de faire toute une série de choses. Là-dessus, il y a de la technologie, ça veut dire aussi de l'argent. Il faut transférer les technologies, c'est une chose, et donner les moyens financiers de faire, c'est une autre chose. Ne serait-ce que pour apprendre aux agriculteurs à pouvoir le faire. Et puis, troisièmement, il y a l'évolution globale du pays. Moi, je veux bien qu'on parle d'1,5 degré, ce serait génial. Très franchement, en étant honnête, c'est quand même assez peu probable. Soyons tout à fait réalistes. On est quoi, sur quelle piste? 3 degrés? Là, on est sur 3 degrés. Ouais. Bon, là, on est sur 3 degrés. Le GIEC, dans son scénario optimiste, dit 2,3. Alors, c'est formidable si on peut faire un 5. Moi, je suis la première à applaudir des deux mains. On n'a jamais dit qu'on se ferait un 5 Mais là, en décembre à Paris. On a dit que c'est un objectif Oui, qu'on doit 2,3, garder. et je vais poser la question à Eva Sass, 2,3, on entend que ça, dès 2 degrés, ça a des modifications importantes sur l'agriculture en Afrique, mais aussi en Europe. 3 degrés, c'est quoi? C'est-à-dire que ça bouleverse totalement nos économies. C'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire ce que disent les scientifiques, c'est effrayant, de 3 degrés, on ne sait plus ce qui se passe. On ne maîtrise absolument plus rien. Et par exemple, on a appris il y a une dizaine d'années que le permafrost fondait et risquait de relarguer du méthane. On ne le savait pas il y a 10 ans. Hein ? Le permafrost, c'est dans les zones de sibériennes. On ne le savait pas il y a 10 ans. Maintenant, on le sait. Et maintenant, on sait en plus que ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer dans les océans si on déglingue le système au-delà de 2 degrés? On ne sait pas. Je peux Donc, vous on joue aux soumettre apprentis cette sorciers. petite phrase, Eva Sass, vous n'avez peut-être pas lu le Monde, mais en tout cas, il y avait une page débat dans le Monde. Il y avait ceux qui disaient que la COP, c'était utile. Et puis, il y a Fabrice Nicolino, qui est un radical, qui est un essayiste, qui est un journaliste. Et regardez la phrase de Fabrice Nicolino. Elle est un peu terrible parce qu'il nous fait un panorama. Il nous dit: le système onusien est entre les mains d'industriels aux mains sales, de ceux qui vantent encore et toujours l'usage de combustibles fossiles qui aggrave la situation climatique. Et dans cet article extrêmement détaillé, il nous explique que celui qui a créé le premier sommet était un industriel venu du pétrole, qui s'appelle Michael Strong, je crois, et qui a inventé, en ayant une double face, à la fois le pétrole et en même temps le climat. Est-ce que, sans revenir sur ce débat onusien et de ces conférences, est-ce comme ça vous êtes un peu sceptique? Est-ce que vous dites, après tout, est-ce qu'on nous leurre pas un peu là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut passer du discours aux actes et qu'il y a souvent des grands discours qui sont tenus et qu'après, il faut passer aux actes. Je voudrais pas douloureux, les actes, être un peu polémique, mais quand on entend les annonces, notamment du président de la République, sur le fonds vert qui nous occupe aujourd'hui, en disant on va mettre 4 milliards, 2 milliards pour la transition énergétique dans le fonds vert. Au final, nous, à l'Assemblée, on se bat simplement pour maintenir, on va dire, l'aide publique au développement et on a les plus grandes difficultés du monde. Et le Sénat, d'ailleurs, ne veut pas.
Et le Sénat revient sur la taxe sur les transactions financières. Et par ailleurs, quand on étend la taxe sur les transactions financières qui est censée alimenter l'Agence française de développement et donc le Fonds vert pour le climat, donc on est là vraiment dans le sujet, on a de l'autre côté le gouvernement qui reprend 162 millions sur les crédits budgétaires. Et hop, Qui reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Donc on a quand même des difficultés à croire effectivement aux discours qui sont tenus dans ces conférences climat. Dès qu'on passe aux actes, on a l'impression que la solidarité est une aumône, alors que ce n'est absolument pas une aumône. C'est notre intérêt, bien sûr, de développer les pays du Sud et de les aider à lutter contre le changement climatique. On parlait de la forêt en Côte d'Ivoire. La forêt en Côte d'Ivoire, c'est celle qui sauve le climat et qui nous évite les événements climatiques violents. c'est un puits de carbone. Qui vont nous affecter demain, qui nous affectent d'ailleurs déjà aujourd'hui. Il y a plus de 3 millions d'hectares, hein, je le redis, on a vu En le même chiffre, on temps, passe de 16 à... Monsieur le ministre, juste un mot, parce Je que peux là... aussi défendre à un moment donné les positions du gouvernement. Mais allez-y, monsieur le vous êtes- ministre, je Madame vais la y ministre, revenir tout de vous suite. êtes là pour ça, bien entendu. Un mot quand même, on parle de la forêt qui est utile. Vous avez donc lancé un plan pour replanter des arbres, faire de l'éducation aussi agricole. Et puis, il y a quand même le fonds vert. Cette négociation, vos 9 négociateurs, j'imagine qu'aujourd'hui, ils ont des lignes de crédit précises en disant on a besoin de tant d'argent, on a besoin de tant d'argent pour développer le solaire, parce que le solaire, l'éolien pourrait très bien fonctionner en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos demandes précisément ? Alors, justement, pour parler d'argent, il faut dire que les 100 milliards dont on parle, pour le point de vue, en tout cas du groupe africain, c'est totalement dérisoire. Hier et avant-hier, j'étais avec le président du groupe africain des négociateurs, qui me parlait de minimum 700 milliards. Oui, minimum 700 milliards Par an de dollars, pour que nous puissions donc devenir résilients. Parce qu'il faut dire que nous partons d'où? C'est ça le problème. Et à partir de là, il faut qu'il y ait un transfert de technologie, il faut un renforcement des capacités. Lorsque je vous parle de ce programme-là, qui fait partie du programme d'investissement forestier, c'est déjà 60 millions qui ont été mis sur la table, 60 millions de dollars, pour qu'on puisse commencer le projet pilote. Parce que lorsque on a fait le code forestier, on a défini la forêt comme étant un espace où il y a au moins 40 arbres à l'hectare. On a également aussi dit que maintenant, les arbres appartiennent à ceux qui sont propriétaires de la parcelle. Oui, c'est ce que j'ai lu. Il y a un travail aussi de privatisation de la forêt pour absolument. Pour l'entretenir. Et au passage, je voudrais vous dire que chez nous, on n'a pas de grands groupes agricoles. Les plantations appartiennent aux paysans. Ce sont des petites exploitations de 5 hectares, de 10 hectares. Et les grands groupes dont vous parlez... Sauf pour le cacao, si je ne m'abuse. Même pour le cacao. Justement, même pour le cacao. Les grands groupes qui sont là ne font que racheter le cacao aux paysans. Mais au départ, ce sont les paysans qui travaillent le cacao. Donc, sur cette base, il faudra qu'on puisse les former à faire des pépinières, les former aux essences qui sont compatibles avec leur culture, les former à utiliser ces pépinières à bon escient. Il faut également aussi qu'on ait, par exemple, le paiement des services environnementaux pour inciter les gens à conserver leurs forêts. Il faut que nous puissions inciter les gens à créer des plantations forestières pour remplacer le bois de chauffe. Parce que le bois est utilisé en sève, c'est du bois de luxe ou de chauffe. Le bois de chauffe, qui est le bois énergie, on doit forcément travailler contre cela. Donc, etc. Je repose ma question, l'éolien, le solaire, est-ce que ça fait écho aux pays d'Afrique et aux ministres qui est sur ce plateau? Est-ce que c'est une source de développement? Et là aussi, il faut un transfert de technologie. Oui, je crois que chaque pays fait son adaptation par rapport à ses réalités. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous avons 12,5 millions de tonnes de biomasse potentielle tous les ans. On produit 1,7 million de tonnes de fèves de cacao séchées. Alors imaginez le poids des cabosses. Qu'on peut recycler, qu'on peut récupérer. Bien entendu. Il y a des projets qui sont là et des centrales qui vont utiliser comme combustible ces cabosses de cacao. Et qui vont... Vous le faites déjà ou vous avez une demande sur cette question? Si, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça va entrer en production d'ici quelques mois. Mais il s'agit de faire un passage à l'échelle. Bien sûr. Que tout le pays puisse avoir des centrales à partir de la biomasse qu'on va utiliser à l'endroit où on produit du coton. Ce sera des résidus agricoles venant du coton. Là où il y a le palmier à huile, ce sera des résidus agricoles venant du palmier à huile. Donc, tous ces projets-là,
coûte énormément d'argent, d'abord en termes d'appropriation, en termes de formation, mais également aussi en termes d'investissement. Juste, Quand on va sur Annie le- Girardin, le fonds vert peut oui. servir très concrètement à ça. Je vais C'est-à-dire répondre à cette question. voilà, Va servir à ça, va servir en à ça. partie à l'adaptation. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est quand on va sur le terrain en Afrique, et vous le disiez, monsieur le ministre, moi je dis toujours l'Afrique, c'est l'Afrique des solutions également, et pas que des problématiques. Moi j'ai vu des solutions partout. C'est intéressant d'ailleurs, on entend des solutions et pas de bien revendications sûr, particulières. Et des solutions d'ailleurs qu'on Très pourrait intéressant. aussi utiliser au nord. Mais la vraie difficulté, c'est l'échelle. C'est-à-dire que quand on parle de déforestation ou désertification, moi j'ai constaté des petits projets sur place avec 6 villages, avec 5 villages, parce que la question de la déforestation, c'est aussi la coupe du bois, tout simplement aussi. Pour se chauffer. Ouais. Enfin, pour faire la cuisine essentiellement, avec d'autres problématiques d'ailleurs de santé, etc. Donc on voit bien qu'on peut faire du co-bénéfice à la fois santé, climat et développement. Mais c'est vraiment l'Afrique des solutions. Et moi j'y tiens, parce qu'on positive les choses. C'est une question d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut effectivement pouvoir avoir des moyens financiers pour aider. Et ça, c'est de notre responsabilité, la responsabilité, ou du moins la solidarité des pays du Nord. Et on doit être au rendez-vous de cette solidarité dans cette COP21. Et il faudra afficher ces 100 milliards de soutien à partir de 2020, même si on sait tous, effectivement, que ce sera insuffisant. Mais déjà, allons conforter notre promesse. Corinne Lepage. De quoi ça Eva Sass, un mot. Et on va s'intéresser au dédommagement. C'est un mot qui est venu dans Ça le... paraît des sommes astronomiques, mais rappelons Là, on quand parle de même... 700 milliards. On est au-delà des 100. Hein. Oui, mais rappelons quand même que chaque année, les États de la planète filent, parce que c'est le terme, 500 milliards aux fossiles en subvention publique. Là, on parlait de la subvention des fossiles. Donc, ça c'est un premier point. Deuxièmement, Monsieur le ministre a dit quelque chose qui est très important, c'est les externalités. C'est-à-dire de payer chaque fois qu'on apporte quelque chose de positif. Ça se paye. Et quand vous apportez quelque chose de négatif, ça se paye aussi. Et là, vous avez la capacité. Il y a un petit peu de pétrole en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai vu qu'il y avait au large du offshore. Oui, mais quand vous avez de la forêt, par exemple, qui crée des puits de capture de carbone, ça devrait se payer. Donc, en fait, il y a aussi un système financier qui est à mettre en place. Et tout ce qui est autour de la finance carbone est quelque chose... Bonus-malus, en quelque sorte. Oui, Comme exactement. d'ailleurs, l'évasion fiscale est beaucoup plus supérieure à l'aide publique au développement Eva Sass, international. réagissez à ce que dit François Hollande. C'était à ce sommet africain à La Valette, sur l'île de Malte. Il avait réuni les chefs d'État africains, justement, pour préparer cette COP21. Écoutez ce que disait le président Hollande, parce qu'il y a plusieurs mots dans le vocabulaire. On parle de justice climatique, de dédommagement. Écoutez François Hollande. Est-ce qu'on peut laisser encore un continent dans l'ombre, dans l'obscurité? Est-ce que l'on peut dire que ce continent, et je le pense, est l'avenir du monde sur le plan de sa vitalité et aussi sur le plan de son développement économique, et prendre autant de temps avant de lui apporter les infrastructures indispensables? Si nous ne le faisons pas, les Africains, de toute manière, trouveront des solutions. Et ce seront les solutions venues des énergies fossiles. Il y a des énergies fossiles en Afrique. Et donc nous voyons bien le risque que ça peut avoir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. D'abord, un mot sur la question des énergies fossiles. Je vous la pose très directement. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre pays utilise le pétrole, le gaz et le pétrole. Et le pétrole. Je repose ma question. Est-ce qu'il y a des plans de réflexion autour de l'éolien et du solaire? Le solaire, oui. La biomasse. L'éolien n'est pas très favorable chez nous. Et je vous dis que c'est en fonction des conditions que chacun choisit donc sa solution. Mais par rapport donc à ces énergies fossiles, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 8 à 9%. Nous avons également aussi un taux démographique de 3,8%. Nous sommes aussi un pays qui accueille beaucoup les ressortissants des pays environnants. Donc on a besoin d'avoir une croissance soutenue. Une croissance soutenue, c'est une énergie moins chère, disponible et à la portée de tous. Donc, le président vient de le dire, si nous n'avons pas les solutions, nous n'avons pas les moyens d'apporter des solutions propres, là, il y a, par exemple, des centrales à charbon vers lesquelles nous devrions aller en 2015, ce qui est quand même anachronique. Mais nécessité fait. Elles existent ou c'est un projet de développement? C'est un projet. Donc, c'est un projet. Oui, parce que le charbon n'est pas cher, parce qu'il est facile d'accès. C'est un projet. Mais si, justement, grâce à tous ces mécanismes qui sont mis en place, nous pouvons faire autrement. Par exemple, ce que je vous ai dit. Brûler les 12 millions de tonnes de biomasse, au lieu de brûler du charbon. Mais pour ça, il faut une nouvelle technologie, il faut des financements, il faut de la formation.
Donc, nous, ce que nous disons... Vous êtes prêts? C'est que nous sommes de bonne volonté, mais nous n'allons pas sacrifier nos populations. Une économie... Et on ne va pas sacrifier notre économie, on ne va pas sacrifier donc le minimum de confort qu'ont les populations pour essayer de faire comme vous aurez souhaité que nous fassions, alors que dans la situation actuelle, vous savez très bien la cause de ce qui nous arrive. Alors justement, la cause, Eva Sass et Annick Girardin et Corinne Lepage, je voudrais qu'on ouvre un débat un peu philosophique, parce que c'est vrai que le Premier ministre indien est arrivé à Paris en lançant cette notion de justice climatique, d'autres parlent de dédommagement. Il y a comme ça derrière un peu le mot repentance, l'idée qu'on aurait causé, nous, pays riches, développés, des dégâts aux pays africains en prenant leurs richesses notamment, et qu'aujourd'hui il serait temps de les dédommager, de les aider. Est-ce qu'il y a de ça ou pas ? C'est pas une question de repentance, c'est une question de responsabilité. Il faut être très objectif. Nous sommes responsables, les pays industrialisés, de 78% des émissions de gaz à effet de serre qui ont été cumulées dans l'atmosphère. Donc nous avons évidemment une responsabilité plus grande. Et en l'occurrence, il faut être aussi très pragmatique. C'est un enjeu diplomatique. Il n'y aura pas d'accord s'il n'y a pas d'accord sur le financement de la transition dans les pays du Sud. Ça ne marchera pas. Exactement. L'Inde, effectivement, en a fait une condition. Et ils ont raison, parce que nous avons une responsabilité et nous devons l'assumer. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut évidemment lever ce point de blocage qu'est le fonds vert, et il faut évidemment débloquer les financements pour la transition dans les pays du Sud. Je repose ma question, est-ce qu'on a une dette écologique, Corinne Lepage, Annick Girardin, à l'égard notamment, parce qu'on a un ministre africain, à l'égard de l'Afrique? Bien sûr, on a évidemment une dette écologique, et puis il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, c'est une réalité. Mais la Convention climat parle d'engagement commun et... responsabilité commune et différenciée. Merci, c'est le mot que je cherchais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous embarqués sur le même bateau, ça c'est tout à fait clair. La différence, elle est liée à l'histoire, ça c'est pour nous, les pays du Nord, elle est liée aussi à la réalité d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'Europe, même si vous disiez que nous avons des efforts à faire, et vous avez raison, nous ne représenterons jamais que 11% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire que même on n'en émettrait plus du tout, ce qui n'est pas possible. Ça ne réglerait pas du tout le problème. Bon, donc, États-Unis, Chine. Chine, 22% quand même. Bon. Donc voilà, il faut arriver à trouver ce qui est juste pour chacun, en fonction de l'histoire et en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Mais la dette écologique, elle l'entend, la Chine, Annick Girardin? Parce que c'est vrai que nous, on a aussi une dette écologique à l'égard de l'Afrique, et voilà, on ne tourne pas autour du pot, mais quand ce débat est posé aux Chinois, est-ce qu'il y a un débat autour de la dette écologique? Est-ce que les Chinois pensent de cette manière? Il y a un débat aujourd'hui entre les pays industrialisés et les pays émergents. Il y a effectivement un débat sur la responsabilité de chacun. La responsabilité historique, c'est davantage la nôtre. Les pays industrialisés qui ont pollué cette planète et qui aujourd'hui, effectivement, ont fait que dans certains pays, sur certains continents, les dégâts climatiques font qu'on n'avance pas suffisamment non plus dans la lutte contre la pauvreté. Et ce qui est intéressant aussi à redire, c'est qu'à New York, on a quand même tous, de manière universelle, validé les objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17, et qu'on rentre bien dans un monde où on prépare un monde, je veux dire, à zéro carbone et zéro pauvreté. Donc il faut qu'on y aille. Donc avec une fiscalité sur le fossile. Avec une fiscalité obligatoirement sur le fossile. Mais tout ça prendra effectivement un peu de temps, même si, et François Hollande disait, il y a des résistances, Annick Girardin. C'est trop tard. Il y a des résistances. Ensuite, sur la responsabilité avec les pays émergents, oui, il y a un débat. Il y a un débat sur leur développement, et il nous rappelle aussi nos propres responsabilités historiques. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui le cœur des échanges qui se font au Bourget. Mais je crois aussi qu'il faut dire, parce qu'il faut garder aussi l'envie de se battre jusqu'à la fin de cette COP pour avoir un accord le plus ambitieux possible, et en partie contraignant, ou du moins que plusieurs éléments soient contraignants, ou vous n'accepterez pas l'accord, parce que c'est aussi au centre du débat. Il faut mettre les choses clairement sur la table. Et je crois là qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que fait Laurent Fabius, c'est-à-dire il consulte à partir de maintenant l'ensemble des groupes pour pouvoir effectivement se mettre d'accord sur comment on fait, quelle est la forme de négociation, sur quel sujet ça coince, et comment on avance. On nous dit qu'il y a une centrale charbon en 2015 où il y a une autre option. Alors il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les projets charbon sont là.
Qu'est-ce qu'on Parce fait à qu'il y a côté? les industriels qui attendent. L'Union africaine porte aujourd'hui un grand projet énergie renouvelable qui a été présenté il y a 2 jours, dans une matinale avec l'ensemble des pays africains ou une grande partie des pays africains pour soutenir ce grand projet UA. Bien sûr, on ne traitera pas de la même manière les projets de Côte d'Ivoire que ceux d'Éthiopie ou que ceux du Niger ou du Tchad, et que souvent la réponse elle peut être soit nationale, soit sous région, parce qu'il y a aussi des projets, notamment de barrages hydrauliques, qui peuvent effectivement toucher plusieurs pays. Donc c'est dire Et à ça, ce pays c'est qui dit l'Union africaine. ne prenez pas votre centrale charbon, nous on peut vous proposer une C'est alternative. ce que fait l'Union africaine, et moi je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que c'est à l'Afrique de porter ses propres projets, c'est ce que vous disiez. Voilà. C'est à l'Afrique de porter ses projets, et c'est à nous de venir soutenir l'Afrique financièrement, en termes de technologie également, Et et de en fonds termes de verts, renforcement de compétences. qui est pas assez abondé. Bien sûr, de financement. Aujourd'hui, le fonds vert, c'est 10 milliards de dollars. Qui passe par l'AFD, cette fois-ci, l'Agence 10 française de milliards de développement. dollars. La France, 100 milliards de dollars, pardon, la France en amène 10, excusez-moi, la France en amène 10, j'étais sur la partie France, c'est insuffisant, c'est clair. C'est insuffisant, et on se bat aussi pour avancer. Monsieur le ministre, avant de donner la parole à Corinne Lepage, on vous entend quand même, il y a une forme d'ultimatum dans votre négociation. Vous parlez au nom de la Côte d'Ivoire, mais on a entendu que vous parliez au nom de l'Afrique, au nom de cette grande délégation. Il est possible que vous disiez non à la proposition qu'on va vous faire? Mais écoutez, un accord qui n'est pas contraignant n'est pas un accord. Ça coule de source. La deuxième chose, c'est que nous parlons de solidarité et de pragmatisme. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur le même bateau. Et même si on peut estimer que les pays développés ont plus contribué que d'autres à ouvrir des voies d'eau sur l'embarcation, ce n'est pas une raison pour ne pas participer. Et je crois que le fait que tous les pays africains aient présenté quand même leur contribution prévue déterminée au niveau national est quand même un gage de bonne volonté et de responsabilité. Surtout. Et de responsabilité. Ça doit être félicité. Et on vous demande d'avoir la même responsabilité. Parce que de toute manière, c'est ensemble que nous gagnerons et c'est ensemble que nous perdrons. Donc, je pense qu'on peut même laisser de côté les sentiments. J'ai dit faire preuve de solidarité et de pragmatisme. De quoi Oui, il n'est pas question de avons-nous sentiment, là, il est question de pragmatisme, en effet. Juste pragmatisme. Un petit mot, survie. parce qu'on a une sentinelle citoyenne, c'est un citoyen qui va nous parler dans quelques instants, mais juste une question simple. On parle beaucoup de la Chine, qui est un grand émetteur, qui pollue beaucoup. C'est vrai que la Chine, on dit qu'elle a mis plusieurs pieds en Afrique. Elle a une relation compliquée, la Chine, avec l'Afrique. On sent qu'elle vient chercher vos matières premières. Est-ce que là aussi, il faut un autre débat, une autre manière d'exploiter les matières premières en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs? Mais de toute façon, je pense que ce débat, il est général. Parce que les pays ont des intérêts. Ouais. Voilà, c'est de là que tout part. Donc, lorsque que ce soit des Chinois, des Guatémaltèques ou quoi qui arrivent, c'est par rapport à nos intérêts que nous discutons avec les uns et les autres. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que la Chine vienne, entre guillemets, piller les matières premières africaines? Mais je ne pense pas qu'on puisse indexer spécialement la Chine. C'est général. Pas du Corinne tout. Lepage. Non, moi, ce que Ce je suis sont trop des sévère- rapports- je suis trop sévère avec la Chine. Non, mais ce sont des rapports entre pays et ce sont des rapports de force et des rapports d'intérêt. Voilà. Donc que ce soit la Chine ou tout autre pays, la France, l'Allemagne, c'est ça que nous vivons. Et nous devons prendre les dispositions pour que nous ne soyons pas perdants dans cette affaire. Juste Tite Et ce sont ces Voltaire-Soupen. dispositions que... Mais Regardez, je vous donne la parole, Corinne Lepage, sinon ce pauvre Tite Voltaire-Soupen va être très triste. alors donnez-lui. Je lui donne la parole. Écoutez, il est là, je vous salue, Tite Voltaire. Posez votre question court, parce que Corinne Lepage et Eva Sass veulent s'exprimer dans ce débat. Et vous aussi. Oui, donc je vous remercie. Donc en fait, je suis très content qu'aujourd'hui les pays africains puissent participer à ce COP 21. Mais la question que moi je veux poser en fait, c'est pas une question mais plutôt une remarque. C'est bien beau qu'aujourd'hui les pays africains demandent 100 milliards, 700 milliards pour pouvoir s'impliquer dans la logique du développement durable. Et quand j'entends, ils disent il faut que cet accord soit contraignant pour que certains pays puissent vraiment donner de l'argent, etc. Mais moi, j'entends par contrainte. Il ne faut pas seulement que l'argent soit débloqué. Mais ce qui m'inquiète, c'est dans l'exécution, la mise. Est-ce que c'est l'argent qui sera débloqué va arriver à destination? C'est ça le plus important dans ça. Parce qu'aujourd'hui,
les pays africains demandent de l'argent pour financer tel ou tel projet, mais ces fonds n'arrivent pas à destination. Il y a des ministres, il y a même des présidents, des directeurs généraux qui détournent ces fonds-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice. Et donc, développement durable veut dire aussi pour les pays africains d'avoir une institution forte, une justice qui est prête à sanctionner toutes ces personnes qui détournent les fonds publics. Qui n'arrivent Réponse pas à courte, destination. Monsieur le ministre. Merci, parce que c'est une question fondamentale. Elle est fondamentale. Mais Il faut que l'argent aille véritablement au développement de la biomasse. C'est pas qu'à l'Afrique. Oui, ça c'est d'un. Et je voudrais aussi qu'on sorte des clichés. Parce que la communauté internationale est organisée. Et nous bénéficions des concours d'organisations multilatérales, d'organisations même bilatérales. Mais il y a des mécanismes qui sont faits et qui sont mis en place pour faire le suivi. Lorsque vous avez un fonds qui n'est pas justifié, c'est l'organisme qui écrit, pas à vous, mais au Premier ministre de votre pays, pour dire qu'on a fait la revue. Un franc n'a pas trouvé de justification. Donc, il y a quand même un suivi et je pense que ce qui était possible peut-être il y a 10-15 ans, aujourd'hui est beaucoup moins possible. Parce qu'il y a beaucoup plus de moins contrôle. possible. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de transparence, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Donc, je crois que sortons de ces clichés-là et puis allons vers les solutions que nos populations attendent. Dont on a parlé sur ce plateau. Dont on a parlé. Attendez, juste un petit mot chacun. Et je continue, si vous me permettez. 10 secondes, il nous reste peu de temps. Non, 10 secondes. Je continue parce que lorsque je vous ai parlé de ces centrales à biomasse, ben, ce n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise ivoirienne qui a le lead. Et qui, mais c'est important. Oui, c'est important de l'entendre. On a l'impression que c'est un transfert européen. Non, c'est une entreprise ivoirienne, totalement ivoirienne qui a le lead qui... Aujourd'hui, il faut l'aider à se développer. Absolument, veut se développer, qui a des idées. Développement. Corinne Lepage, pour conclure, il nous reste 4 minutes. Sur monter un tout petit peu le sujet, la question que vous posiez d'être pendance, etc. La question de la responsabilité, elle est centrale. C'est ce qui a motivé le fait que le président de la République me demande de travailler sur une déclaration universelle que vous avez des faite à droits l'UNESCO. et des devoirs, de l'humanité. L'humanité étant définie comme la chaîne des générations, passées, présentes et futures, avec des droits et des devoirs. Et je pense qu'on a besoin effectivement d'un certain nombre de règles du jeu international. Vous avez rappelé les questions de corruption il y a un instant, c'est un sujet central. Ce qu'évoquait notre sentinelle. C'est un sujet absolument majeur, mais les responsabilités dans le temps et dans l'espace vis-à-vis des générations d'aujourd'hui et vis-à-vis de celles de demain, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de ne pas faire. Écrit dans un texte. Écrit une dans un responsabilité. Texte, adopté par l'ONU, comme l'a été la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui certes n'est qu'une déclaration, mais enfin on voit le rôle que ça a joué depuis 50 ans. Un principe de précaution humain sur le plan mondial. C'est le droit à la préservation de l'espèce humaine, tout simplement, parce que c'est de ça dont il s'agit à terme. Hein. Eva Sas, on va se poser la question pendant des jours et des jours jusqu'au 11 décembre, parce que là, évidemment, il y aura cet accord ou pas, qui est très important. C'est quoi cette COP21 française dont on nous dit que c'est la COP de tous les dangers? Elle ouvre de nouvelles portes, selon vous? Elle démarre quelque chose de nouveau? Ou elle va clore une très longue séquence diplomatique et un peu complexe pour le grand public? Très concrètement, c'est le début de la présidence française. Donc on peut dire ça, c'est l'aspect diplomatique. Ça ouvre une période, on va être positif. Mais évidemment, c'est vrai qu'on a vécu Copenhague avant et donc on a été extrêmement déçus. Donc on est très vigilant et on est aussi assez inquiet. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas avant. Oui. Et aussi, sur le terrain, très concrètement, les événements climatiques violents, nous les avons vécus en France, nous les avons vécus aussi en Europe et en Afrique. Et donc, forcément, la prise de conscience est différente. C'est plus un problème futur, c'est un problème actuel. Donc, je pense maintenant qu'il y a quand même une pression qui est un petit peu différente. Je constate malheureusement sur le terrain qu'on reste encore... c'est pas encore une priorité. C'est peut-être parce que j'ai une déformation budgétaire, mais quand on regarde un budget, et vous voyez que ni pas le encore climat, une ni la solidarité internationale ne sont dans les priorités budgétaires. Pourquoi? Parce qu'on pense court terme et on pense pas long terme. Donc ça c'est malheureux et c'est dommage parce que comme je le disais, c'est pas une question d'aumône ou même de solidarité, c'est une question d'interdépendance et c'est notre intérêt et il faut vraiment insister là-dessus. On va vous réinviter une dernière pour répondre et aussi dire que dans le TAFTA et dans les règles de l'OMC, c'est vrai qu'il n'y a aucune règle en matière de développement durable. L'accord entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a rien d'écologique. J'espère qu'il verra jamais le jour. Bon, Réponse, Madame la ministre. juste sur le budget, parce que
s'il était question du budget du développement, je suis aussi la ministre du développement et c'est pour ça aussi que je parcours l'Afrique et les États insulaires. Pour la première fois depuis 5 ans, ce budget est en augmentation. Alors certes, quand on voit les défis, c'est jamais suffisant. Il est en augmentation pour la première fois de 106 millions. Alors, de 106 millions, mais quand on connaît le contexte, effectivement, du budget français, des contraintes que nous avons dans ce pays aujourd'hui et la solidarité que la France exprime, qu'elle exprime à travers ses fonds ou de son budget, qu'elle exprime à travers l'Europe, qu'elle exprime aujourd'hui dans la dynamique qu'on a mis en place et dans l'ensemble des actions que nous pouvons avoir, que ce soit effectivement en Afrique ou ailleurs, je crois honnêtement qu'on peut être fier de la solidarité française aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin, la solidarité française. On aura ce débat et on va poursuivre. Je remercie Rémi Allah Quadio, le ministre du Développement durable et de l'Environnement et de la Salubrité urbaine de Côte d'Ivoire. Merci de venir sur ce plateau parce que vous allez repartir au Bourget parce qu'il se passe plein de choses évidemment dans cette délégation de 9 personnes. Merci d'être venu nous éclairer sur les solutions aussi que vous proposez, solutions venues de la Côte d'Ivoire. Merci à Corinne Lepage, bien entendu, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle votre déclaration des droits de l'humanité. C'est pas la mienne, hein. Non, mais bien entendu, mais on peut la découvrir sur Internet. On peut s'y intéresser. droitshumanité.fr, voilà. on peut la soutenir. Merci à Annick Girardin, la secrétaire d'État en charge du développement et de la francophonie, c'est important. Et merci à Eva Sass, députée Europe Écologie Les Verts de l'Essonne. Merci à vous quatre, merci de votre fidélité. C'était important de faire ce débat, voilà, et en l'ouvrant vers l'Afrique. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer l'émission chaque semaine. Je remercie toute l'équipe évidemment qui est à mes côtés. Merci à tous les tweetos qui sont fidèles et à tous ceux qui nous regardent sur Internet ou tout simplement devant leur poste de télévision. On se retrouve lundi. Évidemment, d'ici là, il y aura eu les élections régionales. J'aurai été à l'antenne dimanche, mais pour vous parler de ces élections. Bon week-end, restez fidèles à nos programmes et puis venez nous rejoindre dimanche pour une émission spéciale consacrée à ces régionales 2015. Bonne soirée, bon week-end, à très bientôt.